Au bout de 3 minutes de combat à peine, le HMS Hood se disloque dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Sur 1418 marins, seuls 3 s'en sortent vivants. Scène sidérante qui bouleverse la Royal Navy et l'opinion britannique. À Londres, Winston Churchill, le visage empourpré par la colère, donne une consigne qui claque comme un verdict: couler le Bismarck, quoi qu'il en coûte. Dans l'heure, la flotte se met en branle comme rarement dans son histoire. 6 cuirassés et croiseurs de bataille, 2 porte-avions, 13 croiseurs et 21 destroyers se joignent à la traque, tout entier lancé derrière un seul adversaire. Bête de métal de 50 000 tonnes, avec 8 pièces de 380 mm capables de tenir à distance la plupart des poursuivants, le Bismarck voit loin grâce à un radar moderne et encaisse grâce à un cloisonnement soigné. Un colosse que l'on dit presque impossible à couler. C'est pourtant une blessure modeste qui le trahit. Une fuite de carburant qui trace dans son sillage une longue traînée sombre, guide involontaire de la chasse alliée vers la côte française occupée. Le 14 février 1939, sur les cales de Bloem-en-Vos à Hambourg, sous un vent vif venu de l'Elbe, ouvriers, officiers et notables assistent au lancement du Bismarck, baptisé par la petite-fille d'Otto von Bismarck, Dorothée von Löwenfeld, qui brise la traditionnelle bouteille de champagne sur l'étrave. Présenté comme conforme au traité, le navire dépasse en charge pleine la barre des 50 000 tonnes, bien au-delà des 35 000 autorisés. 251 mètres de long, 36,9 de large, et une autonomie supérieure à 10 000 milles nautiques, tout dit la démesure de l'ambition allemande. Affecté au commandement en août 1940, le capitaine zur See Ernst Lindemann, officier méticuleux et loyal, prend les rênes d'un équipage de plus de 2200 hommes et découvre vite un défaut sérieux. Le navire se manœuvre très mal aux seules machines, au point d'inquiéter lors des essais. S'ajoutent des contretemps logistiques, encombrement de ports, glace, incident dans le canal de Kiel, qui cloutent le bâtiment au quai, attisant la frustration de l'équipage pendant que les mois s'égrènent. À la mi-1941, alors que l'Allemagne peine à tenir sa stratégie atlantique, les Scharnhorst et Gneisenau sont à quai à Brest après avarie, et la Tirpitz, sœur quasi-jumelle du Bismarck, n'est pas encore prête à Wilhelmshaven. Conscient de l'infériorité en bataille décisive face à la Royal Navy, l'état-major pousse au raid de commerce. L'opération Rheinübung prévoit une percée dans l'Atlantique, l'évitement des capital ships, la jonction avec des navires ravitailleurs et la frappe des convois alliés. Le 18 mai 1941, le Bismarck quitte Gotenhafen sous un ciel bas, escorté par le croiseur lourd Prinz Eugen et 3 destroyers, avec l'amiral Günther Lutyens pour superviser l'ensemble. La Manche, trop étroite et surveillée, est exclue. Reste la route du Nord, le long de la Norvège neutre, profitant des nuits tardives et du mauvais temps, puis le détroit du Danemark pour gagner l'Atlantique libre. Le 20 mai, repéré par le croiseur suédois Gotland puis confirmé par des photos aériennes d'un Spitfire, le groupe britannique se met en alerte. Le Hood, le Prince of Wales et 6 destroyers reçoivent l'ordre de barrer la route depuis l'Islande. Le soir venu, le Prince Eugen ravitaille, mais Lutyens choisit de poursuivre sans compléter les cuves du Bismarck, une prise de risque qui pèsera lourd. Le 22 mai, les destroyers d'escorte rentrent, faute d'autonomie, et les 2 navires allemands filent seuls, prêts à forcer le passage si nécessaire. Le 23 mai, dans une brume basse, les radars allemands accrochent le croiseur Suffolk, dont les messages guident aussitôt la Royal Navy. Des salves du Bismarck dispersent les poursuivants, mais le recul d'onde endommage son propre radar et impose de passer le Prinz Eugen en avant comme éclaireur. Toute la nuit se joue à cache-cache dans la purée de pois, entre embuscades avortées et corrections au radar, alors que les glaces dérivantes imposent des embardées dangereuses au nord de l'Islande. À l'aube du 24 mai, le Hood et le Prince of Wales se présentent, le premier ouvrant le feu à près de 28 milliards, le second 1 minute plus tard, mais le Hood vise d'abord par erreur le Prinz Eugen, donnant un répit fatal au Bismarck. Les Allemands, bord sur bord, délivrent des salves pleines, tandis que le vice-amiral Holland tente d'amener l'armement arrière du Hood. Un obus du Bismarck finit par percer le pont mince du battlecruiser et explose au soute arrière. Le Hood se brise et disparaît en moins de 10 minutes. Le Prince of Wales, touché au blockhouse et en difficulté mécanique, décroche. Lindemann veut poursuivre, mais Lutyens refuse de s'attarder dans le détroit, conscient du piège stratégique. Le Bismarck a tiré près d'une centaine d'obus en une vingtaine de minutes, mais il a lui-même encaissé plusieurs coups
qui l'obligent à réduire et laissent derrière lui une piste d'huile révélatrice. À 8h01, Lutyens transmet à Berlin qu'un croiseur de bataille, probablement le Hood, a coulé et qu'un cuirassé est endommagé, tandis que 2 croiseurs le marquent à distance. Churchill réagit sans délai et réoriente tout ce qui flotte. La Home Fleet file à vive allure, le Rodney quitte son escorte de convoi, des croiseurs ratissent les approches, jusqu'aux anciens cuirassés rappelés pour la circonstance. Le soir, une première attaque de Swordfish du Victorious place une torpille sur la ceinture du Bismarck, secousse spectaculaire mais dégâts limités. La chasse continue, nourrie par les interceptions radio qui révèlent son cap probable vers Saint-Nazaire. Le bâtiment, ralenti, compense des voies d'eau à l'étrave en brûlant son carburant de façon asymétrique, tandis que des unités britanniques se désengagent faute de combustible. Restent en poursuite King George V, Norfolk et les destroyers du capitaine Vian. Au sud, la force H de l'amiral Somerville remonte depuis Gibraltar avec l'Ark Royal et le Renown, décidé à couper la route avant la protection de la Luftwaffe sur les côtes françaises. Le 26 mai au matin, un Catalina repère la traînée d'huile. Des Swordfish décollent de l'Ark Royal, manquent d'abord leur cible en confondant le Sheffield lors d'un quiproquo malheureux, puis repartent avec des torpilles à détonation à contact. Vers 20h47, sous la pluie battante et dans un ciel haché d'éclats de DCA, une torpille touche l'arrière du Bismarck et bloque le gouvernail. Le cuirassé n'a plus sa liberté de manœuvre, condamné à de larges cercles qui l'offrent aux angles favorables. À 23h40, Lutyens envoie son ultime message. Navire non manœuvrant, combattra jusqu'au dernier obus, un fatalisme lucide à la veille de l'aube. Le 27 mai, Tovey attend la pleine lumière et déploie son dispositif. Le Renown reste à l'écart, trop léger, tandis que le Rodney reçoit carte blanche pour s'approcher à 15 000 yards et marteler. À 8h47, le Rodney ouvre le feu, suivi du King George V. Le Bismarck riposte, mais, roulé par les lames et privé de direction, ne parvient qu'à encadrer légèrement son adversaire sans le frapper décisivement. Peu après 9h, des 406 mm du Rodney ravagent la superstructure avant. Les postes de conduite de tir sont anéantis, les officiers supérieurs fauchés, et les tourelles principales finissent, une à une, par se taire. Les croiseurs Norfolk et Dorsetshire se joignent avec leurs 203 mm. L'ordre d'auto-sabordage circule, pendant que les Britanniques, presque à court de mazout vers 10h20, s'apprêtent à rompre le combat. À 10h35, une dernière torpille du Dorsetshire frappe le flanc bâbord déjà noyé. Le Bismarck se couche puis disparaît 5 minutes plus tard. Au total, la Royal Navy aura tiré près de 2800 obus et ne remontera de la mer que 109 survivants ce jour-là. D'autres sauvetages isolés suivront, portant le total à 114 hommes sur plus de 2200. Le lendemain, la Luftwaffe, paralysée la veille par le mauvais temps, tente quelques représailles sans succès notable. La fête britannique se ternit toutefois par la perte du destroyer Machona sous les bombes, au large, lors du retour. L'écho psychologique au Royaume-Uni est immense. Churchill y voit un tournant qui sécurise les convois atlantiques et galvanise le moral de la nation, même au prix du Hood. À Berlin, le choc est tel qu'Hitler interdit désormais d'engager les grands bâtiments en combat direct. La Kriegsmarine de surface se fige dans l'attente, ses jours de liberté en haute mer comptés. Le lendemain du drame, la Luftwaffe, clouée au sol la veille par une météo hostile, tente de frapper les bâtiments britanniques qui rentrent épuisés et à court de carburant. Malgré quelques attaques, les résultats restent maigres, même si le destroyer Machona est perdu au large de l'Irlande du Nord lors d'un retour éprouvant. Sur zone, l'effort de sauvetage est interrompu brusquement. Le Dorsetshire et le destroyer Maori récupèrent d'abord des survivants. 85 pour le croiseur, 25 pour le destroyer. Puis une alerte au périscope contraint à tout arrêter, laissant des centaines d'hommes dans une mer glacée. Au total, 109 rescapés allemands sont débarqués au Royaume-Uni, l'un d'eux mourant de ses blessures le lendemain et étant plongé à la mer avec les honneurs militaires. Plus tard, l'U-74 repêche 3 hommes et le navire météorologique Saxonwald en récupère 2 autres, portant à 114 le nombre de survivants du Bismarck. Ce bilan, aussi sobre soit-il, marque durablement les états-majors. Pour les Britanniques, l'élimination du coureur le plus dangereux de l'Atlantique renforce la sécurité des convois et rehausse le moral d'un pays meurtri par le Blitz. Pour l'Allemagne, c'est l'aveu d'une impasse stratégique en surface. À Berlin, Adolf Hitler,
ébranlé par la perte d'un symbole national en moins de 10 jours de mer, intime l'ordre de ne plus risquer les grands bâtiments en engagement direct. Les croisières hardies cèdent la place aux immobilisations en fjord ou en port fortifié, tandis que l'arme sous-marine prend le pas. Cette décision fige la Kriegsmarine de surface. Tirpitz deviendra une menace en puissance, clouant des forces britanniques à l'affût sans livrer de grandes batailles, tandis que les convois arctiques et atlantiques demeurent au cœur de la guerre d'attrition navale. Côté britannique, l'épisode confirme la primauté de l'aviation embarquée dans la neutralisation des cuirassés adverses. Les biplans Swordfish, obsolètes en apparence, ont cloué le Bismarck en touchant son gouvernail, offrant aux cuirassés King George Arnin et Rodney l'occasion d'achever leur proie au matin. La traînée d'huile, blessure mineure en apparence, s'avère décisive, guidant patrouilles et croiseurs. Le renseignement radio et le relèvement goniométrique scellent le destin d'un navire qui croyait pouvoir échapper à la nasse. La coordination interarmée, des hydravions Catalina au groupe de combat rapide de Gibraltar, montre une Royal Navy capable de masser en quelques heures une puissance de feu inédite sur un point de l'Atlantique, un savoir-faire qui pèsera sur toute la suite de la guerre en mer. Enfin, la bataille consacre l'idée que la protection passive, cloison, blindage, ne suffit plus face à la combinaison de la torpille aérienne et du tir à longue distance. La mobilité, la couverture aérienne et le renseignement deviennent les clés de la survie en haute mer. Des images et récits du Dorsetshire évoquent un sauvetage sous tension. Cordage jeté à la mer, marins agrippés à bout de force, un aspirant britannique plongeant pour hisser un blessé allemand, puis l'ordre de quitter précipitamment la zone à la moindre alerte sous-marine. Pour les familles, le Bismarck n'est pas seulement un naufrage, c'est un deuil démultiplié, partagé entre nations ennemies où 114 hommes seulement, parmi plus de 2200, reverront la terre ferme, un chiffre gravé depuis dans la mémoire maritime. Au regard de l'histoire navale, l'affaire du Bismarck scelle la fin d'une ère, celle du cuirassé roi, supplantée par l'aviation et l'information. C'est une victoire stratégique britannique, mais aussi une mise en garde sur le prix humain d'une traque en océan ouvert.